Le sprinkler techno. Tu devais le faire. Je suis tombé au bon moment, finalement. Oui. C'est good. All right. Puis de quoi tu avais envie de parler aujourd'hui, là? On se lance dans quoi? Ben, aujourd'hui, on va se lancer dans le BDD. Puis Excellent. après, on va continuer petit à petit vers les petits détails, en fait. On C'est bon. commence par le générique. Explique-nous en ça un peu, c'est quoi le BDD? Parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui, même sur Internet, là, ça a parti comme étant un Mhm. concept X, puis ça a migré vers autre chose après. Fait il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de versions différentes du BDD. Ça serait le fun d'ailleurs, peut-être, de faire le tour de table. Tu Mhm. t'exprimes en premier, après ça, on y va à la suite, juste pour voir c'est quoi nos divergences par rapport à ce Ok. thème-là. Ok, ben, en fait, moi, je vais parler un petit peu de comment moi, j'ai eu l'occasion de travailler en BDD. Fait qu'en gros, moi, comment je le vois, c'est un concept qui nous permet, en fait, de respecter tout le temps le besoin d'affaires. Donc, on a toujours les trois parties prenantes qui sont là. Donc, on a les gens d'affaires ou le client. Puis, on a l'équipe de développement. Puis, on a aussi l'équipe, mettons, si on veut dire QA ou qui va valider finalement est-ce que c'est bon ce qu'on a fait ou pas. Donc, dès le début, on se fait un genre de contrat en fait qu'on doit respecter tout le long du développement. Donc, c'est vraiment un processus qui doit être au tout début, avant même de commencer le développement. Donc, on doit être les trois parties prenantes. Là-dedans, on va déterminer des scénarios, et on va déterminer le besoin. En fait, on va se mettre d'accord sur toutes les, tous les détails, surtout quand il y a beaucoup de fonctionnels. C'est là que le BDD prend toute sa valeur. Parce que s'il n'y a pas de fonctionnel, si on fait juste un projet, mettons un CRUD ou quelque chose comme ça ne sert pas à grand-chose de faire du BDD, mais c'est quand on a beaucoup de règles d'affaires à respecter, du fonctionnel et tout ça, c'est bien de se mettre d'accord là-dessus au tout début. Comme ça, le dev ou même l'analyste fonctionnel ou même, en fait, toutes les parties de l'équipe vont être sûres qu'ils vont juste faire le besoin, puis ils vont livrer la bonne chose finalement. Puis en étant en contact comme ça avec les gens de business, ben, ça aide à développer l'espèce de ubiquitous language, le langage commun que tout le monde doit parler. Donc, les Exactement. équipes de dev parlent le même langage, le langage d'affaires, puis éventuellement, on peut transitionner d'une shop qui prend des besoins d'affaires de la part de la business, puis on peut être connaissant assez pour proposer, challenger, puis amener ça plus loin. Fait que ça devient super Exactement. cool parce qu'on est capable d'appuyer de façon plus significative et plus efficace les gens de la business pour proposer des affaires vraiment cool. Exactement. Ben, en fait, c'est souvent durant ces réunions-là, parce que ça se passe toujours avec une réunion d'équipe avec toutes les parties prenantes qui doivent être là, en fait, présentes. Puis quand on parle, c'est là qu'on découvre que parfois il y a des failles, parfois ça tient pas la route. Donc en parlant, c'est là qu'on détermine plusieurs cas aussi qu'on n'avait pas prévus. Donc à la fin de ces réunions-là, on doit vraiment être sûr qu'on a prévu finalement tous les cas possibles. Puis c'est là qu'on va commencer à rédiger. Puis c'est vraiment super intéressant le fait de rédiger le tout parce que ça consiste une documentation. Puis quand on va les rédiger, on va aller implémenter ces scénarios-là avec un framework quelconque. Puis à force de développer, ben, on s'assure déjà de respecter tout le temps les scénarios et on s'assure aussi d'ajuster la documentation aux besoins. Fait que c'est quand même une documentation vivante qui va tout le long du projet. C'est super intéressant comme concept. Tout à fait. Puis il n'y a rien comme être capable d'expliquer quelque chose pour, comment dire, quand tu comprends vraiment quelque chose, tu es capable de l'expliquer. Puis c'est en se Oui, parlant comme ça que tu te rends compte, des fois, il y a peut-être des trous dans ta logique ou de quoi. Puis là, tout le monde se balance, puis on crée cette espèce de compréhension commune-là, puis tout le monde est sa même longueur d'onde. exactement. C'est cool, ça. Toi, JP, BDD? Voilà, je suis hyper naïf dans ce domaine-là. Cool. Honnêtement, je pense que la première fois que j'ai croisé des tests comme ça, c'est à l'Institut. Dernière fois, je travaillais à l'Institut sur une application web, mais j'ai beaucoup travaillé dans des choses qui n'étaient pas des applications web, genre des serveurs d'application, des choses en télécom. On est loin de ça, on fait des tests de protocole. C'est pas la même chose que faire un test que de faire des tests fonctionnels. J'ai toujours vu ça comme étant des tests fonctionnels, mais je n'ai jamais eu à plonger assez profondément. Puis à l'Institut, à mon avis, ils faisaient ça un petit peu à l'envers parce qu'ils partaient de Ah, c'est ça qu'on a, ah, c'est ça qu'on va regarder si ça marche. J'ai l'impression que ça enlève tout l'aspect que vous disiez un petit peu communicatif. Tu essaies de dire exploratoire, là, où tu dis ah, on va essayer de comprendre c'est quoi, parce que non, là, il est trop tard, il faut que ça marche comme ça.
Fait qu'ils utilisaient des tests Cucumber ou des tests du genre pour prouver qu'ils s'en servaient un peu comme de la régression. Je n'ai pas l'impression que c'est supposé être des tests de régression. Ça peut avoir cet effet-là, mais je ne pense pas que c'est ça la nature de la bête. Tout test tout test automatisé t'aide à t'assurer que tu n'as pas de régression à différents niveaux. Là. Mais oui, effectivement. Puis tu sais, c'est pas pour des êtres humains que tu fais ça. C'est un effort supplémentaire, je trouve, de faire du Cucumber puis Gherkin et compagnie. Mais ça, on va y aller plus tard tantôt là, avec le ATDD. Là. Mais faut qu'il y ait un être humain au bout du fil. Là. Comme toi, ce que tu as l'air de décrire, c'est que tes applications, c'était pas nécessairement pour des êtres humains, right? C'était des trucs machines, réseau et tout. Fait qu'effectivement, ça s'y prête un peu moins dans ce cas-là. C'est ça, c'est quand tu reçois un invite, il faut que tu envoies un 100 de l'autre côté. Quand tu reçois la réponse d'invite, il faut que tu envoies un message 100 de l'autre côté. Puis, tu sais, ça se teste de façon protocolaire. Il y a une spec écrite pour ça qu'il faut que tu respectes. Si tu ne respectes pas, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, j'ai pas reçu mon message ». C'est pas la même genre de gang. J'ai passé, dans les 20 dernières années, j'ai peut-être passé 10 ans à faire ça. OK. Le reste, il y a du stock en 2003-2004. On commençait à parler de tests unitaires dans des grandes compagnies. C'est un petit peu... Mais en fait, quand on parle de BDD, on n'est pas obligé de tout le temps à implémenter les scénarios. Il y a certaines situations où on va juger pertinent de les implémenter. Puis il y a d'autres aussi contextes où on va juger que c'est impertinent. Donc c'est à nous en fait de choisir finalement la pertinence de ça. Puis juste par rapport au niveau de test, généralement quand on fait ce genre de test, ça va être plutôt des tests d'acceptance en fait. Parce que c'est quand même des tests qui sont assez, disons, on va pas vers le bout en bout, mais c'est plutôt des tests moyens qui vont quand même traverser un petit peu l'application, même si pas de bout en bout, mais ils vont traverser plus de couches d'application. Donc, si on arrive à implémenter ces scénarios-là, ben, généralement, ça va être ça va en fait prouver un petit peu que notre produit final, ben, il respecte le besoin. J'adore ça, ce que tu amènes là, parce que souvent, les gens ont l'impression que parce qu'on parle de test d'acceptation, c'est obligé d'être intégré puis assez haut dans la pyramide. Puis c'est pas seulement le cas. T'sais, on peut en faire, puis en tout cas, on ne pourra pas rentrer dans le technique parce que si on rentre dans le technique creux, ben, ça serait le fun d'avoir des exemples, puis j'en ai pas sous la main. Fait que je veux pas teaser trop les gens puis pas arriver avec quelque chose de concret. Mais essentiellement, c'est que tu peux faire des validations relativement rapide parce que tu appelles des classes qui orchestrent des appels au lieu d'appeler des feuilles dans ton graphe objet. Puis tant que tu es dans la même composante, ben, ça reste un test unitaire parce que c'est rapide à charger, à exécuter, c'est fiable, c'est robuste. Mais tu vas quand même vérifier, exemple, que ben, les règles d'affaires sont appelées dans la bonne séquence pour valider un compte, exemple, si on prend un exemple comme ça. Surtout que le fait qu'en fait, on livre des stories, parfois, si la story, c'est plus au niveau fonctionnel et non pas... c'est beaucoup plus facile de la prouver en fait avec un test comme ça que d'essayer d'aller chercher tout le bout en bout finalement. Donc... Ouais, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ça fait longtemps. C'était Dan North, qui est le gars qui a inventé le terme BDD. Puis lui, quand c'est arrivé, micro-leçon d'histoire, là, juste pour montrer pourquoi il y a de la confusion, pourquoi c'est pas tout le monde qui est d'accord sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait. C'est qu'au début, lui, TDD, ça ne disait rien. Ça ne disait rien parce qu'on disait test en premier, test quoi? Puis là, en plus, avec la nomenclature, là, ça commençait tout le temps par le préfixe test. Puis là, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je veux tester, il n'y a rien, j'ai rien fait. Il a comme pensé à une nouvelle façon d'approcher ça, un nouvel angle. Puis lui, il s'est dit, ben, dans le fond, on teste du comportement. Il a dit, ben, moi, je vais demander à l'application, c'est quoi la prochaine chose qu'elle devrait faire. Puis là, c'est là que la nomenclature should est apparue. Donc, tu te demandes, ben, OK, it should validate that the address is well-formed. Et voilà. Là, ton test échoue parce que tu ne fais pas la validation. Après ça, tu fais passer le test. Puis là, c'est vrai, ça passe. It should do that. Ça le fait. On passe au prochain test. Puis là, avec cette approche-là, lui s'est dit, ben, le TDD, pour moi, maintenant, ça fait du sens parce que c'est Behavior-Driven Development. Et voilà. Puis c'est comme ça qu'il est arrivé avec ce terme-là. Avec le temps, ça s'est transformé un petit peu. Il y a des gens qui se sont appropriés ça, puis c'est devenu exactement ce que tu as décrit, Tina. Donc, ça s'est vraiment tassé plus vers les tests d'acceptation. Lui, il s'en servait au début pour faire les tests unitaires. Puis ça s'est déplacé vers les tests d'acceptation, ça s'est déplacé encore
un petit peu plus loin en sortant du technique puis en disant, ben, pour faire des tests d'acceptation, il faut avoir des scénarios. Puis là, ben, BDD, JBave, Cucumber, Gherkin, toutes ces affaires ont commencé par popper. Puis c'est comme tomber sous silence pendant 5 ans, plus ou moins. Puis c'est réapparu au milieu des années 2010. Puis là on voit les gens qui en utilisent de plus en plus. Moi, quand je suis revenu vers Desjardins, et je le cite parce que j'étais très, très content de mettre ça dans mon coffre à outils. Avec Gab, entre autres, on a travaillé justement à répandre cette façon de travailler-là. Moi, je l'ai appris, entre autres, à travers Gab, puis en m'exerçant chez nous, puis en le faisant. Mais le mot d'ordre que je recevais, à chaque fois, je disais que je voulais faire du BDD puis des spécifications automatisées. Mais on me disait c'est trop compliqué. Ça demande trop d'efforts, du PO. C'est un engagement qui est un petit peu trop lourd. Puis, ben, souvent, quand j'essaie de pousser l'idée dans d'autres instituts, ça avait une fin de non-recevoir, malheureusement. Puis là, ben, tout d'un coup, j'arrive là chez Desjardins, puis c'est systématique. On demandait ça dans les équipes de faire ça. Alors moi, j'étais comme, wow, je vais l'apprendre, puis je vais l'apprendre de la bonne façon. Puis effectivement, c'est exactement ce que tu as décrit. Fait que bravo. C'est une cool. pratique qui est quand même assez encouragée en fait. Puis généralement, c'est sûr qu'il y a un peu de réticence au début quand c'est inconnu. Mais après, quand on avait fait les premiers essais avec ça, puis c'était quand même un succès. Après, tout le monde en voulait, là, pour vrai. C'est- C'était quelque chose qui a apporté beaucoup de valeur, disons. Ben, de la synergie. Mhm. Les gens se comprennent. Les gens sont alignés, sont focusés, s'en vont dans la même direction. Il y a plein de gros plus à ça. Puis, je trouve que c'est super facile. On dirait que tout le monde, à toutes les fois qu'on essaie de rentrer une forme de test où tu écris des choses, où tu cherches des specs, puis c'est automatisé, puis on va faire qu'est-ce qu'on peut autour de ça. Il y a toujours des gens qui disent c'est trop compliqué, c'est trop dur, on ne le fait pas. J'ai ça beaucoup, beaucoup, beaucoup dans bien Je des l'entends places. je l'entends moi aussi. Mais Ben, c'est les développeurs souvent qui ne veulent pas prendre la responsabilité. Ils sont habitués d'avoir l'équipe de QA puis de compter hmm. sur eux pour faire ce job-là. Il faut les responsabiliser. Dire, regarde, le fameux shift left, la qualité, ça veut dire que vous devez prendre vos responsabilités. C'est Il n'y a un rien qui est challenge, là. facile. Pour vrai, tout ce qu'on va faire au début, c'est un peu Mhm. compliqué. Puis à force d'en faire, ben, on devient plus bon. Ben, c'est pareil pour le BDD, puis Oui. pour Oui. l'implémentation aussi. Fait que, Mais concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas ça et qui vont écouter le podcast, là, quand on se rend compte, ben, c'est les fameux trois amigos, right? Hein? On veut avoir mhm. les trois rôles. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste trois personnes dans le meeting. Ça veut dire qu'on veut avoir des personnes, au moins une personne qui représente chaque rôle pour challenger, dans le fond, les différents récits qu'on va amener dans cette rencontre-là. Puis c'est quoi la résultante? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va être dégagé? C'est quoi la valeur qui va être créée là, à la fin de cette Ben, en rencontre-là? fait, c'est qu'on arrive avec un produit à développer ou des récits à développer, peu importe. On commence à parler, donc on va expliquer le récit. Donc souvent, le client va en fait prendre la parole pour expliquer exactement ce qu'il veut. Puis nous, en tant que dev ou aussi analyse fonctionnelle ou même s'il y a des QA, on va juste noter en fait le besoin en détail. Puis là, après, ben, on va commencer à rédiger scénario par scénario. On va essayer de détailler au maximum en fait le besoin du client en écrivant des scénarios, tous les scénarios possibles. Puis en les rédigeant, en fait, on va s'assurer que le client, il dit oui à chaque scénario. Puis si jamais il nous propose un scénario que nous, dans la tête de dev, ben, on se dit, ah, ça fait pas peut-être beaucoup de sens ou on peut le faire autrement, ben, c'est là qu'on va proposer. Puis souvent, en fait, les propositions sont les bienvenues, en fait. Donc, c'est ça qui arrive, c'est qu'on discute. Parfois, on n'est pas tout le temps d'accord sur tout, mais pour vrai, à la fin de chaque réunion, on sort avec une liste de scénarios, puis on est tous d'accord, puis tout le monde a compris. Après, c'est sûr que parfois, on est obligé d'en faire d'autres meetings si on a oublié des détails, mais c'est très rare. Fait que c'est comme une forme de grooming en même temps, si je te comprends bien. C'est du raffinement. On prend les choses qu'on ne comprend pas trop, puis
on les affine. J'imagine que dans votre pratique, vous mettez aussi des critères d'acceptation sur ces récits-là Oui, à ce moment-là, ouais? ouais, généralement c'est ça. Fait quand on va écrire le scénario, en fait, on va écrire plusieurs scénarios, puis à la fin, il faut que ça respecte, et il faut quand même que ça respecte quelque chose. Donc c'est le besoin.